Bonsoir, chère famille. Avant d'écouter mon histoire, dites-moi d'abord de quoi elle pèse et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je m'appelle Marlène Whittaker. J'ai 716 ans, une bibliothécaire scolaire retraitée de Dayton, Ohio. J'ai vécu une vie tranquille remplie de livres, de dîners dominicaux et de ventes de pâtisseries occasionnelles à l'église. Les gens me voient comme douce, même fragile. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que derrière mon sourire se cache une douleur que je n'aurais jamais imaginé venir de ma propre chair et de mon propre sang, mon fils, Kate. La nuit où tout a commencé, je venais de finir de mettre la table pour le dîner quand tout est devenu noir. Je me suis effondrée face première dans la purée de pommes de terre. C'est alors que mon mari, Charles, a commencé à avoir des soupçons. Quand j'ai repris conscience, la lumière de la cuisine bourdonnait au-dessus de moi. Charles était agenouillé à côté de moi, secouant doucement mes épaules, sa voix tremblante. Marlène, tu m'entends. Je pouvais à peine bouger. Mes mots étaient pâteux comme si j'avais bu. Mais je n'avais pas touché au vin depuis des années. Mon cœur battait follement dans ma poitrine et ma tête tournait. La nourriture sur la table avait refroidi. Kate se tenait de l'autre côté de la pièce, les bras croisés, regardant sans expression. Ce regard me hante encore. Il n'a pas bougé, n'a pas aidé. Il a juste fixé, comme si j'étais une étrangère s'étouffant dans son dernier souffle. Les ambulanciers sont arrivés rapidement. Tension artérielle basse. Glycémie normale. Pas de crise cardiaque, pas d'AVC. Peut-être de la déshydratation, a dit l'un d'eux. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. Quelque chose de plus profond. J'ai vu la façon dont Kate évitait le contact visuel. Comment il s'est précipité pour nettoyer la vaisselle avant même que l'ambulance ne parte. Elle ira bien, a-t-il dit à Charles. Elle est juste fatiguée. Vieille. Mais je n'étais pas fatiguée. Je n'étais pas vieille. J'avais été droguée. Je le savais. Je ne savais simplement pas pourquoi. Pas encore. Pas avant de commencer à assembler les pièces du puzzle en secret. Keith est revenu vivre avec nous 5 mois avant l'effondrement après son deuxième divorce. Il a dit qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Charles l'a accueilli. Mais je me sentais mal à l'aise dès le début. Il ne ressemblait plus à mon petit garçon. Ses yeux étaient vifs, vides, comme si la vie lui avait pris quelque chose, qu'il voulait le récupérer. De nous. Il avait perdu son emploi, vendu sa voiture, et disait qu'il essayait d'écrire un mémoire. Je voulais le croire. Je le voulais vraiment. Mais quelque chose dans mes os me disait que j'étais surveillée dans ma propre maison. Au début, c'était des petites choses. Mon thé qui avait un goût étrange. Mon estomac qui me faisait mal après le petit déjeuner. Oublié où j'avais mis mes clés. J'ai blâmé l'âge. Jusqu'à ce que je trouve de la poudre blanche écrasée au fond de ma tasse. Je ne voulais pas l'accuser. C'est mon fils. Mon bébé. Mais les mères savent. J'ai commencé à tenir un journal intime sous mon matelas, notant chaque étourdissement, chaque goût étrange, chaque sieste qui ressemblait plus à de l'inconscience. Et un jour, j'ai écrit « Je pense que Kit me drogue ». Je ne l'ai pas montré à Charles. Pas encore. J'avais besoin de preuves. Un soir, après avoir fait semblant de m'endormir, j'ai regardé à travers ma porte entr'ouverte et j'ai vu Kate dans la cuisine avec un petit flacon Comte-Con. Il l'a versé dans mon thé aux herbes et a remué. C'était la nuit où je ne l'ai pas bu. C'était aussi la nuit où je l'ai surpris en train de fouiller dans mon sac à main. Quand je l'ai confronté le lendemain matin, il a explosé. « Tu délires, maman », a-t-il dit, les poings serrés. « Tu penses que je veux ta petite pension ? Tu perds simplement la tête. » Charles n'était pas à la maison. Juste moi et Kate. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de mon propre fils. J'ai commencé à cacher mon argent, verrouiller les portes, garder les lumières allumées la nuit. Mais il trouvait toujours un moyen droit. Un matin, je me suis réveillée avec des bleus sur les bras et aucun souvenir de comment je les avais eus. « Tu as dû tomber encore », a dit Kate négligemment en mangeant des toises. Mais mes mains n'étaient pas écorchées, juste mes biceps, comme si quelqu'un les avait saisis fermement. J'ai commencé à me sentir comme une prisonnière dans ma propre maison. Et pourtant, je ne pouvais pas le dire à Charles, pas encore. Il aurait dit que j'étais paranoïaque, que Kate traversait juste quelque chose. Mais Charles ne voyait pas ce que je voyais. Pas encore. Le point de rupture est venu quand j'ai trouvé un flacon vide de lorazépam sous le canapé. Il portait mon nom, mais je n'avais jamais rempli cette ordonnance. Mon médecin ne l'avait pas prescrite. Je l'ai apporté moi-même à la pharmacie. La pharmacienne a haussé un sourcil. Cela a été récupéré il y a 2 semaines,
a-t-elle dit. Par votre fils. Ma gorge s'est fermée. Je suis sortie dans un état second, mes mains tremblantes. Il avait volé mon identité, falsifié des ordonnances, et me faisait prendre des sédatifs. Mais pourquoi? Et depuis combien de temps le faisait-il? Et combien pire cela pourrait-il devenir si je restais silencieuse? Le jour où j'ai finalement parlé à Charles, il ne m'a pas cru au début. Il m'a regardé avec des yeux tristes et confus et a dit: Marlène, c'est grave. Es-tu sûre? J'ai hoché la tête et sorti mon journal. Je lui ai montré chaque date, chaque symptôme, chaque moment étrange. Les larmes lui sont montées aux yeux. Pourquoi ferait-il? A-t-il murmuré? Je n'avais pas la réponse. Mais je savais qu'au moment où je le lui ai dit, la marée a commencé à tourner. Charles n'a pas dit un mot à Kate cette nuit-là. Il a juste observé. Silencieux, protecteur, comme un homme se préparant à la guerre dans son propre salon. Mais Kate savait. Il a senti le changement. C'est alors que les abus sont devenus physiques. Claquer des portes, crier, menaces. Il m'a traitée de folle, sénile, menteuse. Il a dit à Charles que je perdais la tête, que j'avais besoin d'une aide professionnelle. Mais Charles avait vu le journal. Et une nuit, il a caché un enregistreur dans la lampe à côté du canapé. Ce qu'il a capturé était pire que ce que nous avions jamais imaginé. Kate chuchotant des menaces, me traitant d'inutile, admettant qu'il avait besoin de mon argent. Cette nuit-là, nous avons écouté l'enregistrement ensemble. Charles n'a pas dit un mot. Il s'est simplement levé, est allé dans la chambre, et a sorti son vieux revolver. J'aimerais pouvoir oublier le son de tiroir du pistolet qui glisse. La façon dont Charles se tenait là, les mains tremblantes, la rage resserrant chaque ride sur son visage. Il n'a pas dit un mot en tenant le revolver, il s'est seulement tourné et s'est dirigé tout droit vers le salon, où Kate était assis à regarder la télévision, comme si rien ne s'était passé. « Éteins-la » a dit Charles, d'une voix basse. Kate a ricané. « Pourquoi? Pour que tu puisses encore pleurnicher auprès de maman. » J'ai retenu mon souffle. Mon cœur battait fort. « Éteins-la » a répété Charles, plus fort. Et c'est alors que Kate s'est levée et a giflé la télécommande hors de la main de Charles. Les 30 secondes suivantes se sont déroulées comme un cauchemar. Charles tenait l'arme, mais il n'était pas un homme violent. Il a juste fixé Kate, incapable de la lever. « Sors de ma maison » a-t-il dit entre ses dents serrées. Kate a ri. « Ta maison ?»« Non, papa, c'est ma maison maintenant. Je prends soin de vous. Je m'assure qu'elle ne tombe pas et ne se fende pas le crâne. Vous avez besoin de moi. » Je me suis interposée entre eux, les mains levées, suppliant. « S'il vous plaît, parlons simplement. » Mais Keith ne voulait pas parler. Il m'a poussée, fort. Je suis tombée en arrière sur la table basse, me cognant le dos si fort que je ne pouvais plus respirer. Charles a lâché l'arme et s'est précipité à mes côtés. Keith se tenait au-dessus de nous deux, haletant. « Tu es faible » a-t-il craché. « Elle est faible. Et tu l'as laissé te retourner contre moi. » C'était la première fois que je voyais vraiment mon fils, pour ce qu'il était devenu. Pas un homme troublé, pas un garçon perdu, mais quelque chose de cruel, quelque chose de creux. Nous aurions dû appeler la police cette nuit-là, mais nous ne l'avons pas fait. Je ne pouvais pas supporter l'idée de voir mon fils menotté. Charles a insisté pour que nous attendions, planifions, nous protégions. Alors nous avons joué le jeu. Nous avons fait semblant que rien ne s'était passé. Les bleus sur mon dos ont mis des jours à s'estomper, mais le bleu sur mon âme ne s'est jamais estompé. Chaque jour, Kate s'installait plus confortablement. Il contrôlait le budget d'épicerie, surveillait les appels téléphoniques, vérifiait notre courrier avant que nous ne le voyions. « C'est pour votre sécurité » disait-il. J'ai commencé à me laisser des notes dans des cachettes juste au cas où j'oublierais des choses à nouveau. J'écrivais « Tu n'es pas folle. Tu n'es pas seule. Tu n'es pas faible. » Certains jours, c'était tout ce qui me maintenait saine d'esprit. Charles a commencé à documenter les choses aussi. Il a même installé des caméras pendant que Kate était sorti chercher du travail. Une nuit, je me suis réveillée et Kate était assis au bord de notre lit. Juste assis, fixant. J'ai crié. Charles s'est réveillé en sursaut. Kate n'a pas tressailli. J'ai cru entendre quelque chose, a-t-il dit froidement. Ça a été suffisant pour Charles. Il a poussé Keith hors de la chambre, a verrouillé la porte, et m'a chuchoté. Nous devons agir vite. Mais comment enlève-t-on un parasite quand c'est son propre enfant? Quand il partage ton sourire, ton sang, ton histoire?
J'ai pleuré pendant des heures cette nuit-là. Pas de peur, mais de chagrin. Mon fils était parti. Seul le monstre restait. Le lendemain matin, nous avons visité un avocat. Tranquillement, discrètement. Nous avons signé un nouveau testament. Nous avons verrouillé nos finances. Gelé nos comptes. Charles a changé les mots de passe. Nous avons mis en route une ordonnance restrictive, bien qu'on nous ait dit qu'elle ne serait pas officielle tant que Kate n'aurait pas franchi une ligne légale claire. Il l'a déjà fait, ai-je dit. Il m'a poussé, drogué, volé aveuglément. Mais ce n'était pas suffisant, pas encore. Alors nous avons attendu. Et l'attente était comme se noyer. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que Kate ne s'emporte à nouveau. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit la même nuit. Le dîner était inhabituellement calme. Kate picorait sa nourriture. Puis, de nulle part, il a dit « Vous avez parlé à des gens, n'est-ce pas ?» Ma fourchette s'effilait en l'air. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Il a claqué son assiette sur la table, envoyant de la purée de pommes de terre à travers le sol. « Ne me mens pas. » Charles s'est levé. « Ça suffit. » Et puis Kate s'était lancée. Pas sur Charles. Sur moi. Il a saisi mon poignet et l'a tordu assez fort pour me faire crier. Mais cette fois, Charles n'a pas figé. Il a plaqué Kate au sol, l'a maintenue et a crié « Appelle les flics, Marlène. »« My intent. » Mes doigts tremblaient en composant le numéro. Kate rugissait sous l'emprise de Charles. « Je vais vous tuer tous les deux. Vous pensez que vous pouvez me faire ça? Je suis votre fils. » Le répartiteur au téléphone m'a dit de rester calme, de rester en ligne et d'attendre de l'aide. Ça semblait durer une éternité. Quand la police est arrivée, Kate criait toujours, pleurait, enrageait comme un animal pris au piège. Au moment où les menottes se sont refermées autour de ses poignets, je me suis effondrée à nouveau, pas de peur cette fois, mais du poids insupportable du chagrin. Mon fils a été arrêté devant moi, et pourtant, une partie de moi voulait encore le serrer dans mes bras. Il a été placé en détention, accusé d'agression, de tentative d'empoisonnement et de vol d'identité. Les officiers m'ont dit que j'avais de la chance. La plupart des victimes comme vous ne vivent pas pour raconter l'histoire, a dit l'un d'eux. Chanceux. Ce mot avait un goût de rouille dans ma bouche. Je ne me sentais pas chanceuse. Je me sentais brisée. Creuse. Comme si mon cœur avait été excavé avec une cuillère. Charles m'a tenue cette nuit-là, pendant que je sanglotais, comme une enfant. Tu es en sécurité maintenant. Mais je ne me sentais pas en sécurité. Pas vraiment. Pas encore. Parce qu'il y avait encore tant de choses que je ne lui avais pas dites. Il y avait des secrets que j'avais gardés même de Charles. Des choses que Kate avait dites alors que j'étais à moitié consciente. Des choses dont je ne me souvenais qu'en flash. Un tiroir de sous-sol qu'il gardait verrouillé. Un téléphone caché. Des conversations que j'avais entendues quand il pensait que je dormais. Et le pire de toute la possibilité que cela durait depuis plus longtemps que je ne l'avais jamais réalisé. Étais-je juste sa victime? Ou partie d'un jeu beaucoup plus profond? Je savais que je devais creuser. Je devais tout savoir. Parce que la vérité n'en avait pas fini avec moi. Et Keith non plus. Je le craignais. Une semaine après l'arrestation de Keith, la maison semblait plus froide, plus silencieuse, mais pas paisible. J'errais dans chaque pièce comme un fantôme dans ma propre maison, cherchant des réponses dans le silence. Chaque ombre semblait suspecte. Chaque son un écho de ce qui avait été. Je n'étais pas entrée dans la chambre de Kate depuis la nuit où la police était venue. Ce matin-là, j'ai finalement tourné la poignée. La pièce sentait la sueur et les vieilles chaussettes, mais quelque chose d'autre aussi, quelque chose de métallique, comme la peur. J'ai fait des pas lents, scrutant chaque tiroir, chaque étagère. Et c'était là, dans le coin, sous son bureau, un tiroir métallique verrouillé. Je me suis agenouillée, le cœur battant comme s'il avait sa propre voix. Le tiroir était bon marché, cabossé, le genre qu'on trouverait dans une quincaillerie. J'ai tiré, secoué, murmuré. « Qu'est-ce que tu caches ?» Il n'a pas bougé. Mais je me suis alors souvenu de quelque chose qui cachait toujours des choses sous la lame de plancher près de son lit, quand il était adolescent. J'ai tendu la main, sous le coin du cadre de lit, et j'ai soulevé la planche lâche. C'était là, une petite boîte en étain avec une seule clé en laiton. J'ai retenu mon souffle. J'ai déverrouillé le tiroir, lentement, priant pour des réponses, mais craignant ce que je pourrais trouver. À l'intérieur, il y avait 2 téléphones portables, l'un enveloppé de ruban isolant.
une réserve d'ordonnances à mon nom certaine que je n'avais jamais vue auparavant, et un carnet. Je l'ai pris, les mains tremblantes, et l'ai feuilleté. Chaque page était un journal. Maman a pris du thé fin 19h35. Somnolente à 26h10. Augmentez le dosage ce soir. Voyons voir. Ce n'était pas seulement un registre, c'était un plan. Il documentait tout, comme un scientifique tordu. Sur une page, j'ai vu une ligne qui m'a glacé le sang. Si elle s'évanouit pendant une chute, c'est plus facile de prétendre à une démence précoce. J'ai lâché le carnet et j'ai couru. Charles m'a trouvée dans le couloir, tremblante. Je lui ai tendu le livre, et alors qu'il lisait, sa bouche s'est resserrée en une fine ligne. Il prévoyait de te faire passer pour folle, a-t-il murmuré, pour obtenir une procuration, probablement pour tout prendre. Mon cœur s'est brisé à nouveau. Mon fils ne m'avait pas seulement maltraité, il l'avait calculé, comme si j'étais une expérience, comme si je n'avais pas d'importance. Je voulais crier. Mais tout ce que je pouvais faire était pleurer. Parce que même maintenant, même en sachant tout ce qu'il avait fait, je voulais toujours croire que quelque part en lui, mon petit garçon subsistait. Nous avons tout donné au détective chargé de l'affaire de Kit. Photo du carnet, les téléphones, les ordonnances. C'est bien, a dit l'officier. Cela renforce les accusations. Mais quelque chose dans son ton m'a fait hésiter. Vous ne pensez pas que c'est tout, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Il a soupiré. Avec des gens comme ça, il y a généralement plus. Cette nuit-là, je me suis assis sur le lit, serrant le journal que je cachais autrefois sous mon matelas. J'avais noté chaque symptôme, chaque moment étrange. Maintenant, j'ai écrit quelque chose de nouveau. Je dois savoir qui mon fils est vraiment devenu, parce que le garçon que j'ai élevé a disparu. Le lendemain, une femme a frappé à notre porte. Son nom était Rachel. Je ne la reconnaissais pas jeune, début de la trentaine, nerveuse. Je suis désolée de venir comme ça, a-t-elle dit. Mais j'ai vu les informations. Votre fils, Keith. Je pense que je l'ai connu. Ou, peut-être pas. Mon estomac s'est noué. Que voulez-vous dire? Elle a baissé les yeux. Il se faisait appeler Kill quand je l'ai rencontré. Il disait qu'il était infirmier. Nous sommes sortis ensemble pendant 5 mois. Il a volé mon identité, vidé mes économies, et a disparu. Elle m'a tendu une photo. C'était Kit, souriant, tenant son bébé. J'ai failli la laisser tomber. Rachel est restée pendant des heures, déversant son histoire. Comment Kit Kill lui avait dit qu'il se remettait d'une enfance traumatisante. Comment il avait proposé d'aider pour les factures. Comment les choses sont lentement devenues étranges. Les somnifères, les maux de tête, les documents volés, la manipulation psychologique. Je pensais que je perdais la tête, a-t-elle murmuré. Je l'ai regardée, horrifiée. Son histoire était la mienne, mais plus tôt, et pire. Vous n'êtes pas la seule, ai-je murmuré en retour. Charles était assis silencieusement à côté de moi, serrant ma main. Rachel nous a laissé ses coordonnées. Je savais ce que je devais faire ensuite. Je devais trouver d'autres. J'avais besoin de la vérité. J'ai posté anonymement dans un groupe de survivants en ligne, décrivant mon expérience sans nom. En quelques heures, j'ai reçu 3 messages. Une femme de l'Oregon, une autre de Tampa, un homme à Atlanta. Tous avaient croisé la route de quelqu'un qui ressemblait à Kit, utilisant différents noms Kevin, Ken, Kill. Tout disait la même chose. Ils avaient été manipulés, drogués ou financièrement vidés. Mon chagrin s'est transformé en feu. Kit n'était pas seulement malade, il était dangereux. Et maintenant, je n'étais plus seulement une mère cherchant la paix. J'étais une femme en mission pour exposer chaque dernier secret que mon fils avait enterré. Nous avons rencontré le procureur principal. Nous lui avons montré tout, le carnet, les relevés téléphoniques, les noms des autres victimes. Change les choses, a-t-il dit. Nous envisageons maintenant des accusations fédérales. Fraude, vol d'identité entre États, possiblement tentative d'homicide involontaire. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, mon âme souffrait. Ce n'était pas ainsi que je voulais la justice. Je voulais que mon fils revienne. Je voulais l'enfant qui me tenait la main au zoo, qui pleurait pendant les films Disney. Mais je savais maintenant cet enfant était mort depuis longtemps. Ce qui restait était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui devait être arrêté avant qu'il ne ruine une autre vie. Je ne pouvais toujours pas dormir cette nuit-là. J'ai erré dans la maison à nouveau, touché l'encadrement de la porte où Kit avait gravé son nom quand il était petit.
Je me suis tenue dans la cuisine où il avait autrefois appris à remuer la pâte à crêpes. Les souvenirs se heurtaient à la réalité, et j'ai pleuré. Charles m'a trouvé à l'évier. Nous faisons ce qu'il faut, a-t-il dit. Je sais, ai-je murmuré. Mais ça fait encore mal. Et c'est alors que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une histoire d'abus. C'était une histoire de deuil. De pleurer les vivants. De lâcher prise, même quand ton cœur te supplie de t'accrocher. Le jour du tribunal est arrivé plus vite que je ne le pensais. Le palais de justice sentait le café, la poussière et les vieilles armes. Je me suis assise au deuxième rang, les mains agrippant les bords de mon manteau comme une armure. Charles était à côté de moi, stoïque, mais je pouvais sentir le pouls dans son poignet s'accélérer. Kate était entrée vêtue d'une combinaison orange. Enchaînée. Ses cheveux étaient plus longs, son visage plus mince, mais ses yeux ne montraient toujours aucune honte. Quand il m'a regardé, il a souri. Pas chaleureusement, pas avec regret. C'était le genre de sourire qui disait « J'ai encore du pouvoir ». Et cela m'a ébranlé jusqu'aux os. Le juge a lu les accusations lentement, délibérément, vol d'identité, fraude aux ordonnances, maltraitance des personnes âgées, agression, tentative d'empoisonnement. Mon souffle s'est arrêté à chaque mot. Kate n'a pas sourcillé. Quand on lui a demandé comment il plaidait, il a dit non coupable sans hésitation. Je m'attendais à ce que la rage monte en moi, mais tout ce que je ressentais des l'engourdissement. Le procureur a présenté les preuves mon journal, le carnet secret, les pilules, les téléphones cachés, la déclaration de Rachel. Je ne pouvais pas regarder Kate. Je fixais simplement mes mains. Elles semblaient plus vieilles que jamais, comme si elles avaient tenu trop de vérité, comme si elles s'étaient accrochées trop longtemps à un fils qui n'existait plus. Rachel était assise derrière nous. Quand la défense a essayé de me dépeindre comme confuse, peut-être délirante, elle s'est levée et a crié « J'ai failli mourir à cause de lui ». Le juge l'a averti de s'asseoir, mais son éclat a ouvert quelque chose. 2 autres victimes avaient accepté de témoigner par vidéo. Elles ont raconté leurs histoires différents noms, même schéma. Les écouter était comme entendre des échos de ma propre vie. Chacune apportait plus de honte à la surface, mais aussi plus de force. Je n'étais pas seule. Je n'étais pas folle. La défense de Kate a commencé à s'effondrer sous le poids de trop de vérité. Et puis est venu le tournant, la vidéo. Celle de la caméra cachée de Charles dans la lampe. L'audio a été diffusé sur les haut-parleurs. La voix de Kate a rempli la salle d'audience basse. Cruelle, incontestable. J'ai juste besoin qu'elle parte. Si elle glisse dans la baignoire, personne ne posera de questions. Papa est trop stupide pour le remarquer. Mon estomac s'est retourné. La salle d'audience est devenue silencieuse. Même l'avocat de Kate a mis sa main sur son visage. J'ai observé le jury. Ils n'ont pas seulement entendu un manipulateur, ils ont entendu un monstre. Et à ce moment-là, Kate a cessé de sourire. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu la peur dans ses yeux. Le procès a été suspendu pour une pause. À l'extérieur de la salle d'audience, je me tenais près des distributeurs automatiques, les mains tremblantes alors que j'essayais de boire de l'eau. C'est alors que je l'ai entendu. Maman. Je me suis retournée. Kate est conduit dans le couloir menotté, flanqué d'officiers. Maman, a-t-il dit à nouveau, plus doucement. C'est toi qui as fait ça. J'ai hoché la tête. Je sais. Son visage s'est tordu pas de douleur, mais de trahison. J'avais besoin d'aide, a-t-il murmuré. Et tu m'as donné la prison. Ma voix s'est brisée quand j'ai répondu. Tu ne voulais pas d'aide. Tu voulais le contrôle. Il a été emmené avant qu'il ne puisse répondre. Je l'ai regardé disparaître dans le couloir. Le dernier jour du tribunal est arrivé. Le juge a donné à Kate la chance de parler. Il s'est levé lentement, regardant autour de lui comme un enfant pris en train de mentir. Je ne voulais pas que ça aille si loin, a-t-il dit. Je voulais juste survivre. Je ne savais pas comment demander de l'aide. Je me noyais. Et personne ne m'a vu. Je voulais crier. Je l'ai vu. Pendant des années. Et il m'a entraîné sous l'eau avec lui. La salle d'audience était silencieuse. Il a continué. Je suis désolée si j'ai blessé ma mère. Si. Ce mot a transpercé comme une lame. Il n'y avait pas de vrai remords. Le juge l'a condamné à 17 ans, sans libération conditionnelle. Le marteau a frappé comme le tonnerre, mais le soulagement que j'attendais n'est jamais venu. Je suis sortie de cette salle d'audience en me sentant vide, comme si j'avais fermé un livre qui avait encore des pages inachevées. Charles m'a tenu le bras alors que nous descendions les marches.
Tu l'as fait, a-t-il dit doucement. Tu as raconté ton histoire, et ils ont écouté. J'ai hoché la tête, mais les larmes brûlaient derrière mes yeux. La justice avait parlé, mais la guérison n'avait pas commencé. Cette nuit-là, nous sommes rentrés à la maison, nous sommes assis en silence et avons regardé le coucher du soleil. Je n'ai pas dit un mot, Charles non plus. Le ciel brûlait orange. Des semaines ont passé. J'ai reçu des lettres des autres victimes. Certaines me remerciaient d'avoir parlé. D'autres me demandaient si j'avais vu des signes plus tôt. Je ne savais pas comment répondre. Était-ce la façon dont Kate évitait le contact visuel à l'adolescence? Les mensonges qui venaient si facilement? La façon dont il n'a jamais pris ses responsabilités? Même enfant. Ou n'était-ce rien de tout cela et tout le reste? J'ai écrit une lettre en retour. Parfois, une blessure se cache sous la peau pendant des années. Et quand elle perce la surface, il faut plus que des médicaments pour la guérir. Il faut de la vérité, et du courage, et plus de temps que nous n'attendons. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un colis est arrivé un mardi pluvieux. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une Bible, fortement soulignée. Une note collée à la couverture arrière dans l'écriture de Kit. Je n'ai jamais cru en Dieu, mais maintenant j'espère qu'il croit en moi. Je suis désolée. J'ai serré la note, incertaine de pleurer ou de la brûler. Charles a dit, « Tu n'as pas à lui pardonner aujourd'hui, ou jamais. » Mais je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre, tenant la Bible. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai juste tenue, comme si elle pouvait réchauffer mes mains ou mon cœur. Je n'étais toujours pas sûre lequel. Le chagrin est bruyant au début. Les gens envoient des fleurs, appellent, prient. Mais ensuite, ils se calment. La vie s'attend à ce que vous continuiez, souriez à nouveau, ouvriez les rideaux. Mais guérir de la trahison surtout, par votre propre enfant, n'est pas quelque chose que des plats mijotés ou des versets bibliques peuvent réparer. C'est un silence, lent et douloureux. Un silence dans lequel je m'asseyais chaque matin avec une tasse de thé que je préparais moi-même. Pas de poudre, pas de goûts étranges. Mais il a fallu des semaines avant que je puisse le siroter sans trembler. Parfois, je jurais que je pouvais encore entendre les pas de Kate descendant le couloir, mais c'était seulement un souvenir. Charles a commencé à passer plus de temps dans le jardin. Il disait que la terre gardait ses mains occupées et ses pensées plus claires. J'enviais cela. Mes mains tremblaient simplement. J'ai essayé d'écrire un journal à nouveau, mais chaque page sortait trop soignée, trop prudente. Ce que je voulais vraiment écrire, c'était des choses comme « Je ne le déteste pas, mais je déteste ce qu'il a fait. Son fils me manque, mais pas l'homme qu'il est devenu. Je me regarde dans le miroir et me demande comment j'ai élevé un monstre. Mais j'avais peur de voir ces mots sur papier. Parce qu'une fois que vous les écrivez, ils sont réels. Un soir, nous avons été invités à un groupe de soutien. Parents d'enfants qui blessent. Le nom seul m'a serré la poitrine. Charles m'a encouragé à y aller. Tu n'as pas à parler, a-t-il dit. Juste écouter. La réunion s'est tenue dans un petit sous-sol d'église, chaises pliantes, café dans des tasses en polystyrène, des gens aux yeux fatigués et trop de chagrin dans leur voix. Une femme a perdu sa fille à cause de la drogue. Un autre homme n'avait pas vu son fils depuis 20 ans. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai hésité. Puis j'ai dit « Je m'appelle Marlène, et mon fils a essayé de m'effacer. » Il n'y a pas eu de hoquet, pas de jugement, juste des hochements de tête silencieux. Un homme a dit « Nous les élevons avec amour, mais nous ne contrôlons pas qui ils choisissent d'être. » Une femme a murmuré « Tu as survécu. C'est important. » Et pour la première fois, j'ai senti que je ne portais pas le poids de seul. Après la réunion, un homme plus âgé nommé Frank s'est approché de moi. « Mon fils est en prison aussi, » a-t-il dit. 25 ans. Je lui rends visite chaque mois, mais chaque fois que je pars, j'ai l'impression de l'avoir perdu à nouveau. J'ai hoché la tête. Moi aussi. Cette nuit-là, j'ai dormi sans me réveiller en criant. Kate n'a pas écrit à nouveau pendant des semaines. Puis une lettre est arrivée. Longue, décousue. Pleine d'excuses, mais toujours quelque peu manipulatrice. Si tu m'aimes, tu te battras pour réduire ma peine. J'étais malade, maman. Tu ne m'as pas aidée. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai brûlé dans la cheminée. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne me souciais pas de lui, mais parce que je devais arrêter de le laisser tenir la plume dans l'histoire de ma vie.
Charles n'a pas dit grand-chose quand il m'a vu brûler la lettre, il a juste embrassé mon front et murmuré. Bien. Ce seul mot était plus lourd qu'un paragraphe. C'était une permission, une clôture, peut-être même la paix. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. J'ai recommencé à faire du bénévolat à la bibliothèque juste 2 jours par semaine. L'heure de lecture des enfants. La première fois qu'un petit garçon m'a tendu un dessin avec les mots «J'aime Miss Arlène», j'ai dû m'excuser et aller à l'arrière-salle. Je ne m'étais pas sentie digne d'amour depuis des mois. Mais ce petit geste, cette note innocente, cela a ouvert une lumière en moi. J'ai recommencé à sourire, même si cela faisait mal. J'ai recommencé à faire confiance au calme silence, même si cela me faisait peur. Et lentement, j'ai commencé à me voir non comme une victime mais comme une survivante. Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Charles dans le salon tenant un cadre. À l'intérieur, il y avait une photo que je n'avais pas vue depuis des années. Kit à 10 ans, manquant 2 dents de devant, les bras enroulés autour de mon cou. Je me suis figuée. Pourquoi regardes-tu ça? Ai-je demandé. Charles a soupiré. Parce que je veux me souvenir du garçon, pas de l'homme. Je me suis assise à côté de lui. Nous avons regardé la photo ensemble. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas parlé. J'ai juste laissé ressentir ce que je devais ressentir. Ce garçon avait disparu. Mais l'amour que j'avais pour lui, cela ne me quitterait jamais. Quelques semaines plus tard, je suis retournée au palais de justice cette fois, pour parler à un atelier sur la prévention de prévention de la maltraitance des personnes âgées. Ils m'ont demandé si je partagerais mon histoire. Je me suis tenue au pupitre, les mains tremblantes, et j'ai dit « Mon fils a failli me prendre la vie, mais il n'a pas pris ma voix. » Je leur ai tout dit. Les signes, le silence, les erreurs que j'ai faites, et la force que j'ai trouvée. Quand j'ai terminé, une femme au premier rang a essuyé ses larmes et s'est levée pour applaudir. Bientôt, toute la salle a suivi, et pour la première fois, j'ai senti que j'avais fait quelque chose qui comptait avec ma douleur. Maintenant, chaque dimanche, j'allume une bougie pour Kit. Pas parce que je lui pardonne complètement, mais parce que j'ai besoin de croire en la partie de lui qui se souvient encore de mes berceuses. Je ne sais pas ce que son avenir réserve. Je ne sais pas si je le reverrai un jour. Mais je sais ceci, j'ai survécu. Et survivre est une sorte de victoire. Une que personne ne peut me voler, pas même mon propre fils. Je n'ai jamais pensé que j'entrerais dans une prison. Pas comme visiteuse. Pas pour voir le garçon que j'ai autrefois soigné à travers la varicelle et les chagrins d'amour. Mais la vie ne se soucie pas des boîtes dans lesquelles nous essayons de garder les choses. Un matin d'avril, je me suis réveillée, j'ai regardé les jonquilles fleurir le long de la clôture, et je me suis chuchotée. C'est l'heure. Je ne l'ai pas dit à Charles. Je ne l'ai pas dit au groupe de soutien. J'avais besoin d'affronter Kit seul. Pas pour la clôture, pas pour le pardon, mais pour voir par moi-même s'il restait quelque chose de l'enfant que j'avais autrefois connu. Les gardiens étaient polis, froids, mais pas désagréables. Ils ont scanné ma carte d'identité, vérifié mon sac à main et m'ont conduite à travers 2 lourdes portes métalliques qui se sont refermées derrière moi, comme des chapitres finaux. La salle de visite sentait l'eau de Javel et la tente. Je me suis assise à la table, serrant la manche de mon pull. 5 minutes ont passé. Puis Dick. Finalement, qui est entré plus mince que dans mes souvenirs, les yeux ombrés, les cheveux plus longs. Il marchait comme quelqu'un qui ne s'attendait pas à être accueilli avec gentillesse. Quand il m'a vu, il s'est arrêté, a cligné des yeux, puis s'est lentement assis en face de moi. « Tu es vraiment venu ?» a-t-il dit, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Je l'ai examiné attentivement. Les lignes sur son visage n'étaient pas seulement dues à l'âge. Elles étaient sculptées par la culpabilité ou peut-être le déni. « Pourquoi voulais-tu me voir ?» ai-je demandé. Il a plié les mains, les yeux fuyants. « Je voulais expliquer » a-t-il dit. « Tu l'as déjà fait. » Au tribunal, ai-je répondu. Et dans tes lettres. Sa voix a baissé. Non, je veux dire, les choses que je n'ai pas dites, les choses que je n'ai pas comprises jusqu'à ce que j'arrive ici. J'ai attendu, silencieuse. Il s'est penché en avant. J'étais en colère contre toi, contre papa, contre la vie. Je pensais que vous me deviez plus. Je pensais que le monde me devait plus. Ces mots étaient doux, mais ils tombaient comme des pierres. Alors tu m'as drogué. Ai-je demandé, la voix ferme. Planifier ma mort, Kit a grimacé. Il ne s'agissait pas de te tuer. Je voulais contrôler les choses, je me sentais impuissant.
Et tu étais... Ce mot a brûlé. Facile. Il l'a dit comme si j'étais un meuble. Tu as toujours été gentille, a-t-il ajouté, et je détestais ça chez toi. J'ai avalé difficilement. Je t'aimais, ai-je murmuré. Je t'aime toujours. Mais je ne te fais pas confiance. Et je ne te pardonne pas. Pas encore. Il a hoché lentement la tête, les yeux vitreux. Je ne m'y attendais pas. Nous sommes restés assis en silence. Pas le genre qui guérit. Le genre qui te rappelle tout ce qui est brisé. Puis, il a dit quelque chose que je n'avais pas vu venir. Il y avait quelqu'un d'autre. Mon cœur est tombé. Que veux-tu dire? Il a détourné le regard. Il y avait un type. Je lui devais. Des pilules, des faveurs. Je pensais que si je jouais le jeu, il arrêterait de demander. Mais il n'a jamais arrêté. Je l'ai fixé. Tu dis que quelqu'un d'autre était impliqué dans ce qui m'est arrivé. Kate a hoché la tête. Pas au début. Mais vers la fin, oui. Je pensais qu'il partirait si je lui donnais tes infos. Je me suis levée si vite que la chaise a grincé. Tu m'as vendu? Ma voix tremblait. Kate a levé les mains. Non. Pas comme ça ne termine pas cette phrase, ai-je dit. Les gardiens ont tourné la tête. J'ai baissé la voix. Tu ne m'as pas seulement maltraité. Tu as fait de moi une cible. Et maintenant tu veux de la sympathie. Kate s'est adossée, le visage pâle. Je voulais juste venir propre. J'ai secoué la tête. Tu es venu pour te décharger. Ne confonds pas ça avec l'honnêteté. Je me suis tournée pour partir, les poings serrés. J'avais pensé que cela aiderait. Que peut-être l'entendre parler adoucirait quelque chose en moi. Ce n'était pas le cas. De retour à la maison, j'ai marché dans le jardin, les mains profondément enfouies dans les poches de mon manteau. Charles taillait les hortensias. Il a levé les yeux. Comment était-ce? Je me suis assise sur le banc à côté de lui, comme lire la dernière page d'un livre terrible. Pas de rebondissement, juste la vérité. Il a hoché la tête. Regrettes-tu d'y être allé? J'ai fait une pause. Non, mais je n'irai pas à nouveau. Cette nuit-là, j'ai dormi avec les lumières éteintes pour la première fois depuis des mois. Non pas parce que je me sentais en sécurité, mais parce que j'étais finalement fatiguée de vivre dans la peur. Peur de mon passé. Peur de ce que j'avais laissé entrer. Peur de Kate. Une semaine plus tard, j'ai signalé la confession de Kate aux autorités. L'homme qui l'a mentionné, Lon Maxwell, était déjà sous enquête. Mon témoignage a aidé à relier des pièces. Vous êtes courageuse, a dit le détective. Non, ai-je répondu. Je suis simplement fatiguée du silence. Ils ont ajouté des accusations au dossier de Kate. Fraude, complot, aide au vol d'identité. Cela ne m'a pas fait me sentir mieux, mais cela m'a fait me sentir utile. Comme si, peut-être, juste peut-être, ce que j'avais traversé pourrait empêcher quelqu'un d'autre de tomber dans le même piège. Je ne faisais plus seulement survivre, je résistais, je me relevais. À ma prochaine réunion de groupe de soutien, j'ai parlé ouvertement. Je lui ai rendu visite, ai-je dit, et j'ai laissé la culpabilité là-bas, dans cette pièce, avec lui. Le groupe a applaudi. Certains ont pleuré. Franck a souri et murmuré. C'est de la force. J'ai hoché la tête. Non, ai-je dit doucement. C'est la liberté. Et pour la première fois depuis la nuit où je me suis effondrée dans cette purée de pommes de terre, je l'ai cru. C'est étrange comme une maison peut changer après un traumatisme. Pendant des mois, chaque craquement dans le plancher me rappelait les pas de Kate. Chaque ombre dans le couloir ressemblait à la silhouette de lui debout avec un verre de thé drogué. Mais un matin, je me suis réveillée et la maison semblait, pas effrayée, juste calme. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai écouté le vent, les oiseaux, le frigo qui ronronne. Et pour la première fois en presque un an, j'ai réalisé. La maison ne chuchotait plus. Le silence ne faisait plus mal. Il guérissait. J'ai décidé qu'il était temps de redécorer. Pas parce que je voulais effacer Kate, mais parce que j'avais besoin que l'espace respire différemment. Charles m'a aidé à peindre le salon en vert doux. Nous avons enlevé la moquette, révélant le parquet que j'avais oublié que nous avions. J'ai transformé l'ancienne chambre de Kate en un espace de rangement. Pas par haine, mais par nécessité. Nous avons le droit de recommencer, a dit Charles, tenant ma main. Et il avait raison. Je ne recommençais pas parce que j'étais perdue. Je recommençais parce que j'étais vivante. Puis est venue la demande d'interview. Une journaliste locale avait entendu parler de l'affaire judiciaire et du travail de sensibilisation que j'avais commencé avec le groupe de soutien.
Nous voulons raconter votre histoire, a-t-elle dit, pour que d'autres reconnaissent les signes avant qu'il ne soit trop tard. J'ai hésité. Ma douleur avait toujours été privée écrite dans des journaux, exprimée dans des pièces feutrées. Mais peut-être était-il temps de parler plus fort. J'ai accepté. La journaliste est venue un mercredi. Elle était jeune, au regard vif et douce. Elle a posé des questions difficiles mais m'a laissé répondre à mon propre rythme. Et quand je lui ai tout dit, je me suis sentie plus légère. L'article a été publié une semaine plus tard. Le combat d'une grand-mère contre le fils qui a essayé de voler sa vie. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Certains appels venaient de vieux amis qui ne connaissaient pas toute l'histoire. D'autres étaient des étrangers, des survivants. Une femme m'a dit que son petit-fils avait commencé à voler dans son tiroir à médicaments. Je pensais que c'était juste des bêtises d'adolescents, a-t-elle murmuré. Mais votre histoire m'a ouvert les yeux. Cet appel m'a brisé. J'ai pleuré pendant des heures, pas de tristesse, mais de soulagement. J'avais fait quelque chose de significatif avec ma douleur. Ce n'avait pas été pour rien. Charles et moi avons été invités à un panel sur les lois de protection des personnes âgées. Nous avons volé vers Boston ma première fois en avion depuis des années. J'étais nerveuse. Mais une fois que je me suis tenue devant cette salle pleine de travailleurs sociaux, d'infirmières et de procureurs, les nerfs font fondu. Les abus ne viennent pas toujours d'étrangers, ai-je dit. Parfois, ils viennent de personnes qui se sont autrefois endormies sur nos épaules. La salle était silencieuse, écoutant, absorbant. Et j'ai réalisé, je ne racontais pas seulement mon histoire, je réécrivais la fin. Plus la victime, plus la note de bas de page. J'étais le titre maintenant. Cette même semaine, j'ai reçu une autre lettre de quitte. Celle-ci était plus courte, plus simple. Je comprends si tu ne réponds jamais. Je suis sobre depuis en 10 jours. Je suis dans un groupe en prison. Je parle beaucoup de toi. Pas pour te blâmer, pour me souvenir de la partie de moi qui n'était pas brisée, la partie qui s'asseyait sur tes genoux et lisait des livres. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas brûlé non plus. Je l'ai plié, placé dans une boîte marquée avant, et glissé à l'arrière du placard. Certains souvenirs ne sont pas destinés à être détruits, juste mis de côté. J'ai recommencé à écrire pas seulement dans des journaux, mais dans un vrai carnet. J'ai intitulé la première page « Ce que je sais maintenant ». La première entrée disait « Tu peux aimer quelqu'un et quand même te protéger de lui. Ce n'est pas une trahison. C'est la survie. » Chaque matin, j'ajoutais une nouvelle ligne. Certains jours, elles étaient tristes. D'autres, pleines d'espoir. Mais chaque mot ressemblait à une couture sur une blessure. Je n'essayais plus d'oublier. J'apprenais à vivre avec ce dont je me souvenais. Un soir, Charles et moi avons dansé dans la cuisine. Juste nous deux. Pas de musique, juste le rythme de deux vieilles âmes qui avaient survécu à l'inimaginable et trouvaient encore des raisons de sourire. « Tu sembles plus légère, a-t-il dit. »« Je me sens plus légère, ai-je répondu. » Il m'a serré plus près. « J'ai failli te perdre. » J'ai hoché la tête. « Mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as sauvée. Et je pense, je me sauve enfin moi-même aussi. » Les larmes qui ont suivi n'étaient pas douloureuses. Elles étaient douces, chaudes, libératrices, comme la pluie après une longue saison sèche. À la fin de cette semaine, j'ai ouvert toutes les fenêtres de la maison, laissé entrer l'air frais, laissé sortir le vieil air. J'ai marché de pièce en pièce et murmuré « C'est bon maintenant », parce que c'était le cas. Enfin. Les lettres n'ont pas cessé. Certaines venaient de survivants, d'autres d'enfants adultes essayant de faire amende honorable, mais une lettre s'est démarquée. Elle venait d'un jeune homme nommé Elijah à 21 ans, en Floride. Son écriture était désordonnée, désespérée. Ma mère n'a jamais porté plainte quand je l'ai volée. Elle a dit que j'étais toujours son bébé. Mais j'aurais aimé qu'elle le fasse. J'aurais aimé qu'elle me sauve de moi-même. Votre histoire m'a donné envie de me nettoyer. J'ai tenu cette lettre contre ma poitrine pendant longtemps. Puis je l'ai lue au groupe le jeudi suivant. Personne n'a parlé pendant une minute entière. La lettre d'Elijah m'a rappelé que nous ne savons jamais jusqu'où notre douleur peut atteindre ou jusqu'où notre guérison peut onduler. Je lui ai répondu, soigneusement, avec honnêteté. « Tu n'es pas ton pire moment, lui ai-je dit, mais tu dois l'assumer. Tu dois le réparer, pas pour ta mère mais pour le garçon que tu étais autrefois. » Un mois plus tard, il a répondu. J'ai montré ta lettre à mon groupe de rétablissement. Ils ont applaudi pour moi, Marlène. Personne n'a jamais applaudi pour moi auparavant.
J'ai souri si largement que mes joues me faisaient mal. Quelque part, une chaîne s'était brisée, et j'avais aidé à la briser. Pendant ce temps, le journal local a fait un suivi. Cette fois, ce n'était pas seulement à propos de moi, c'était sur la maltraitance des personnes âgées dans son ensemble. Mon nom était encore dans le titre, mais le focus était plus large. Des histoires de femmes comme moi, d'hommes comme Charles, de familles trahies et reconstruites. La ville a organisé sa première marche de sensibilisation ce mois-là. J'ai porté une écharpe violette, marché main dans la main avec Charles. À la ligne d'arrivée, une adolescente m'a serré dans ses bras et a dit « Ma grand-mère a lu votre histoire. » Cela l'a aidé à quitter la maison de mon oncle. La honte que j'avais autrefois ressentie, c'était maintenant du pouvoir, un but. Mais la guérison n'est pas linéaire. Certains jours, je me réveille encore en sueur, le cœur battant à cause d'un rêve dont je ne me souviens pas. Je tends la main vers un verre d'eau et, pendant juste une seconde, je me demande s'il est sûr. Puis je respire. Je compte jusqu'à 5. Je me rappelle, il n'est pas ici, je suis là. Et je prends une gorgée. Ce sont ces petites victoires gorgées d'eau, respiration profonde, matins calmes qui nous reconstruisent. Pas tout d'un coup, mais pièce par pièce, jour après jour. Et ces pièces deviennent une nouvelle sorte de force. Le genre construit non pas d'être intact mais de survivre au feu. Charles, toujours stable, est devenu mon héros silencieux. Il m'a rejointe à chaque conférence, chaque interview, chaque visite d'hôpital avec des survivants qui me voient maintenant comme une bouée de sauvetage. Il ne parle pas beaucoup lors de ces événements, mais après, il me tient toujours la main et me murmure « Tu as été courageuse à nouveau ». Je lui dis « Toi aussi ». Parce qu'il faut du courage pour se tenir à côté de quelqu'un qui se reconstruit, pour aimer la brisure et y voir encore de la beauté. Avant, je me sentais coupable d'avoir tant besoin de lui. Maintenant, je me sens juste reconnaissante. J'ai recommencé à faire de la pâtisserie, des roulés à la cannelle le samedi, comme je le faisais quand Kate était petit. Je les donne aux voisins, aux bibliothécaires, aux groupes de soutien. J'ai découvert que donner, pas le genre qui attend quelque chose en retour est sa propre forme de thérapie. Cela me rappelle que j'ai encore de la bonté en moi, que le traumatisme n'a pas tout pris. Il a juste changé la façon dont je le porte. J'ai appris que je peux tenir la douleur dans une main et la gentillesse dans l'autre, et les deux peuvent exister sans s'annuler. La prison a appelé un après-midi. Keith avait demandé si j'accepterais un appel vidéo surveillé. J'ai fixé le téléphone pendant longtemps. Je n'ai pas dit non. Mais je n'ai pas dit oui non plus. À la place, je suis allée au parc. J'ai regardé les enfants rire et tomber et se relever. Je me suis souvenu de qui est cet enfant comment il pleurait autrefois pour un genou écorché, puis me serrait si fort que je pouvais à peine respirer. Ce souvenir vit à côté du cauchemar. J'ai arrêté d'essayer d'en effacer un pour l'autre. Les deux sont vrais. Et c'est normal. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet. Parfois, la survie ressemble à refuser l'appel. Et parfois, elle ressemble à répondre. Le pouvoir réside dans le choix. Je ne savais pas encore ce que je ferais. Mais savoir que j'avais le choix, c'était la liberté. Je n'étais pas liée à la peur. Je n'étais pas prisonnière du passé. Je vivais dans le présent. Et dans le présent, j'avais de l'amour. J'avais un but. J'avais le courage de me réveiller à nouveau demain et de continuer à guérir, même quand ça faisait mal. Le lendemain matin, je me tenais sur le porche, une tasse de café à la main. Le ciel était doux de lumière, le genre qui promet quelque chose de nouveau. Charles est sorti, a passé un bras autour de moi. « À quoi penses-tu » a-t-il demandé. J'ai souri. Je pense, j'ai survécu à mon propre fils, et d'une manière ou d'une autre, je ne me suis pas perdue. Il a embrassé le dessus de ma tête. Tu trouvais. Et il avait raison. Je n'étais pas la même femme qui s'était effondrée à la table du dîner. J'étais quelqu'un de plus neuf. Plus fort. Quelqu'un qui avait traversé l'enfer et rapporté une bougie pour aider les autres à trouver leur chemin. J'ai fixé le téléphone pendant 3 jours. Chaque fois que le numéro de la prison clignotait sur l'écran, je le laissais sonner. Je ne l'évitais pas, je pesais le moment. Mon histoire n'appartenait plus à qui. Elle m'appartenait. J'avais reconstruit ma vie avec honnêteté, communauté et guérison. Mais une voix continuait à chuchoter. Affronte-le une dernière fois. Pas pour lui. Pour toi. Le 4e jour, j'ai décroché. La voix de l'opérateur est venue.
Vous recevez un appel du détenu qui tweet Kaker. Acceptez-vous. Mon cœur a frappé une fois, fort. Oui, ai-je dit. L'écran n'a clignoté, et il est apparu plus âgé, plus mince, ses cheveux coupés courts, les yeux plus clairs qu'avant. Il n'a rien dit d'abord. Moi non plus. Finalement, il a rompu le silence. Tu as l'air bien. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas là pour des politesses. Il a avalé. Je suis sobre. 1 an maintenant. Toujours, je n'ai rien dit. Il a continué. J'ai lu ton article. Celui dans le journal. Tu as dit la vérité. J'ai hoché la tête. Oui, je l'ai fait. Ses épaules se sont affaissées. Je ne pensais pas que tu me parlerais à nouveau. J'ai failli ne pas le faire, ai-je répondu. Mais je voulais te dire quelque chose en face. Juste une chose. Il s'est penché, les yeux vifs d'attention. Je te pardonne, ai-je dit. Les mots avaient un goût étrange, mais vrai. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix. Merci, a-t-il murmuré. J'ai levé la main. Mais cela ne signifie pas que j'oublie. Et cela ne signifie pas que je reviendrai. C'est un appel d'adieu. J'avais besoin de le dire à haute voix. Une larme a coulé sur sa joue. Je comprends. J'ai soupiré. Tu ne m'as pas détruite, Kit. J'ai survécu. Et maintenant j'ai fini de te porter. Puis j'ai terminé l'appel. Pas de drame, pas de cris. Juste une fermeture tranquille. Je suis entrée dans la cuisine, la lumière dorée à travers la fenêtre. Charles épluchait des pommes pour une tarte. Tu l'as fait? A-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Je l'ai fait. Il n'a pas demandé ce qui avait été dit. Il n'avait pas besoin de le savoir. Il a juste glissé l'éplucheur dans ma main et a dit « À ton tour ». J'ai épluché les pommes d'une main ferme. Cela semblait symbolique enlever des couches, révéler quelque chose de doux en dessous. La guérison n'est pas bruyante. Parfois, elle ressemble à un pardon murmuré dans un écran. Parfois, elle ressemble à une tarte aux pommes, dans une cuisine tranquille partagée entre 2 vieux cœurs qui apprennent encore à battre à travers le chagrin. Une semaine plus tard, notre lycée local m'a invité à parler lors d'une soirée de bien-être familial. Nous voulons que les enfants comprennent les signes avant-coureurs, a expliqué le conseiller. J'ai hésité des adolescents. Ils écoutent à peine leurs propres parents. Mais j'y suis allée. Je me suis tenue dans cet auditorium et j'ai dit « Mon fils était assis là où vous êtes assis. Il avait des amis, des rêves, un doux sourire. Et quelque part en chemin, la douleur l'a avalé. Et il a choisi de transmettre cette douleur. Je les ai regardés s'agiter sur leur siège. Alors si vous souffrez, dites quelque chose. Si quelqu'un que vous aimez change, demandez pourquoi. N'attendez pas. » Après, une fille pas plus âgée que 16 ans est venue me voir, les yeux brillants. « Mon frère nous vole », a-t-elle murmuré. Je ne voulais pas le dire. Mais maintenant je vais le faire. J'ai touché son épaule. « Tu es courageuse. Commence maintenant. Sauve-la avant qu'il ne soit trop tard. » Cette fille me rappelait moi-même regardant la spirale, silencieuse, ayant peur d'admettre que quelque chose n'allait pas. Mais elle ne resterait pas silencieuse. Et cela signifiait que mon histoire avait déjà fait une différence. Une vie à la fois. Une dure vérité à la fois. C'était suffisant. Le printemps s'est transformé en été. J'ai planté des soucis, des tomates et de la lavande dans l'arrière-cour. Chaque graine semblait une promesse. Tout ce que nous nourrissons ne fleurira pas, mais certaines choses le font. Et ces choses nous redonnent espoir. J'ai passé des après-midi à lire de la poésie, de longues promenades avec Charles, et à écrire plus d'essais. Un rédacteur de magazine m'a contacté pour publier une collection de mes réflexions. J'ai intitulé la pièce « La force tranquille de la survie ». La première ligne disait « Mon fils a essayé de m'effacer, mais je me suis souvenu de qui j'étais. » Et lentement, le monde a commencé à me voir ainsi aussi. Pas comme une victime, mais comme une survivante avec une voix. Les gens ont commencé à me présenter comme la femme qui s'est levée. Au début, cela semblait étrange. Mais j'ai ensuite réalisé ils ne me voyaient pas seulement, ils m'entendaient. Et cela a tout changé. Un soir, Charles et moi étions assis sur le porche, regardant les lucioles. Penses-tu qu'il le pensait? Ai-je soudainement demandé? Ses excuses. Charles a réfléchi un moment, peut-être. Mais ça n'a pas d'importance. Je l'ai regardé, confuse. Il a souri doucement. Parce que ce n'était pas qu'il le pensait. C'était que tu n'en avais plus besoin. Je me suis appuyée sur son épaule, des larmes coulant sur mes joues. Il avait raison. J'avais arrêté d'avoir besoin de justice pour me sentir entière.
J'avais choisi la guérison à la place. Et dans cette nuit tranquille, sous des étoiles plus anciennes que notre douleur, je me suis enfin sentie libre. C'est une sensation étrange, se réveiller sans peur. Pendant si longtemps, j'ouvrais les yeux et attendais les vertiges, l'obscurité, le tout. Mais maintenant, mes matins commençaient par le souffle et la lumière du soleil. Des choses simples comme l'odeur du café, ou Charles fredonnant en se rasant semblaient des miracles. J'ai cru autrefois que la survie était la fin de l'histoire. Mais ce n'était pas le cas. La survie n'est que le début. La guérison est le vrai voyage. Et pour moi, ce voyage a mené à quelque chose d'inattendu. J'ai commencé à écrire un livre. Un vrai. Pas seulement des journaux cachés dans des tiroirs, mais un mémoire que j'espérais que le monde lirait. Je l'ai appelé Quand la main, qui te tenait devient froide. Le titre venait d'une ligne que j'avais griffonnée une nuit en fixant le plafond. C'est ainsi que je l'ai ressenti réalisant que les mêmes mains, qui avaient autrefois tenu les miennes à travers les parkings, avaient essayé de m'écraser en silence. Écrire le livre était douloureux. Chaque chapitre déterrait quelque chose que j'avais enterré. Mais cela m'a aussi donné du pouvoir. Pour chaque moment de chagrin que je revivais, je récupérais un autre morceau de ma voix. Charles a lu chaque page. Parfois il pleurait. Parfois il demandait: Es-tu sûr de vouloir partager cela? Et toujours j'hochais la tête. Un jour, mon éditeur a envoyé un message. Nous allons publier. Et pas seulement en ligne. Nous voulons ta voix imprimée. J'ai laissé tomber le téléphone, étonné. Charles l'a ramassé et a souri. Je te l'avais dit. Les gens ont besoin de ton histoire. Je ne savais pas ce qui me submergeait le plus, la peur d'être connu ou la joie d'être entendu. Mais je me suis penchée vers la joie. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une boîte d'exemplaires anticipés. Tenir ce livre mes mots, ma vérité était comme tenir la clé de ma liberté. J'avais pris la partie la plus laide de ma vie et l'avais transformée en lumière. Le lancement du livre était modeste, juste une librairie confortable en ville. Des chaises trop proches les unes des autres. L'odeur du thé à la cannelle dans l'air. Je me tenais derrière un pupitre en bois, les mains tremblantes. La salle était pleine d'étrangers venus pour l'histoire d'une grand-mère qui n'avait pas abandonné. J'ai ouvert ma lecture avec une ligne du chapitre 4. Il n'a pas seulement drogué mon thé. Il a essayé de m'effacer. Mais j'ai choisi de rester écrite. Il était révérencieux. Je l'ai vu dans leurs yeux, ils s'en écoutaient pas seulement. Ils guérissaient aussi. Après la lecture, un homme dans la cinquantaine s'est approché, le visage ridé, la voix tremblante. Mon père a fait la même chose à ma mère. Elle n'a jamais rien dit à personne. Mais j'ai vu cela se produire. Votre histoire m'a donné des mots que je n'avais pas. J'ai tendu la main vers la sienne. Alors utilise-les. Parle pour elle. Parle pour toi-même. Cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose de profond. Mon histoire n'était pas seulement à propos de la survie. Il s'agissait de faire de la place pour que d'autres survivent aussi. Je n'écrivais plus seulement pour moi. J'écrivais pour les silencieux, les effrayés, les âmes encore piégées dans leur propre maison. Un mois plus tard, j'ai été invitée à parler sur un panel à Washington, D.C., sur les politiques de protection des personnes âgées. Moi, une bibliothécaire retraitée de Dayton, j'étais maintenant assise à côté de législateurs et d'universitaires. Je leur ai dit la vérité. Nous ne pouvons pas attendre que les bleus apparaissent. Les abus se cachent souvent dans les sourires, dans les tasses de thé tranquilles, dans la loyauté présumée entre parents et enfants. Ils ont écouté. Certains ont pleuré. D'autres ont promis des réformes. Et bien que la politique avance plus lentement que la douleur, je croyais que nous plantions quelque chose, des graines, qui pourraient un jour devenir la sécurité pour la grand-mère de quelqu'un d'autre. La vie est redevenue riche de manière inattendue. J'ai rejoint un groupe de kitting. J'ai commencé à encadrer une jeune fille qui voulait écrire. Charles et moi avons adopté un chien de sauvetage. Un petit terrier ébouriffé nommé Buton, qui aboyait après les écureuils, comme s'il lui devait de l'argent. Nous avons ri davantage. Nous avons dansé à nouveau. Nous avons allumé des bougies dans la cuisine Jorassi. Et chaque année, à l'anniversaire de cette nuit, la nuit, où je me suis effondrée dans la purée de pommes de terre, j'ai fait un gâteau. Pas pour me souvenir de la chute, mais pour célébrer la montée. Je l'ai appelé jour de réclamation. Parfois, je rêve encore de Kit. Parfois, c'est le garçon aux dents manquantes et aux genoux écorchés. Parfois, c'est l'homme aux yeux froids et aux mains tremblantes. Mais je me réveille toujours avec la même pensée. J'ai choisi de vivre. C'est ma victoire. Pas au tribunal, pas dans les gros titres,
Mais dans chaque matin tranquille où je me réveille en paix, dans chaque larme que je ne verse plus, dans chaque limite que je protège sans culpabilité, dans chaque enfant que j'aide à sauver en parlant. Maintenant, quand les gens me demandent comment j'ai continué, je souris et dis « parce que je le devais, et parce que je le pouvais ». C'est la différence entre survivre et guérir. L'un est instinct, l'autre est choix. Et je choisis la guérison chaque jour. C'était fin septembre, juste après que le livre ait été mis dans les bibliothèques publiques à travers le pays. Je buvais du thé à la menthe sur le porche, regardant Buton creuser encore un trou inutile dans le jardin, quand le téléphone a sonné. J'ai presque décidé de ne pas répondre. La ligne de la prison ne l'avait pas appelé depuis des mois. Mais quelque chose dans ma poitrine a tiré. J'ai décroché. Ceci est un appel surveillé de Ked Whittaker. Acceptez-vous? J'ai pris une respiration. Oui. Son visage est apparu à l'écran, plus usé qu'avant. Salut, maman, a-t-il dit. Et pour la première fois depuis des années, cela ne sonnait pas comme une arme. Il y a eu un silence entre nous, pas lourd, presque respectueux. Puis il a parlé à nouveau. J'ai lu ton livre. Je me suis figée. Je ne savais pas qu'il l'autoriserait dans le système pénitentiaire. Tu as dit la vérité, a-t-il dit. Et tu n'as pas fait de moi un monstre. Je l'ai fixé. Je n'avais pas à le faire. Tu as écrit cette partie toi-même. Il a hoché la tête. Je sais. Il a avalé difficilement. Mais tu as aussi écrit sur qui j'étais avant. Cela signifiait quelque chose. Je l'ai regardé attentivement. Pourquoi appelles-tu? Il a baissé les yeux. Parce que personne d'autre ne le fait. Et parce que le fils de quelqu'un me manque. Cela m'a traversé comme un vent d'hiver. Mais je ne l'ai pas montré. Manquer quelque chose ne te donne pas la permission de le reprendre, ai-je dit. Il a hoché la tête à nouveau, plus lentement cette fois. Je ne te demande pas de me reprendre. Je demande juste à être vue. Je me suis penchée plus près. Je te vois, Kate. Et j'ai accepté ce que je vois. Mais ne confonds pas le pardon avec la réunion. J'ai construit quelque chose de fort à partir de ce que tu as essayé de briser. Il a cligné des yeux. Je sais. C'est pourquoi je suis fière de toi. Cela m'a plus étonnée que tout. Pendant une seconde, la pièce a oscillé. Fière? Ai-je murmuré. Kate a hoché la tête. Tu ne m'as pas laissé t'effacer. Tu n'as pas laissé ton histoire se terminer avec moi. Il a fait une pause. Tu m'as donné la chance de lire sur la femme que j'ai blessée et de réaliser jusqu'où je suis tombée. Il n'y avait pas de larmes, pas de théâtralité, juste une honnêteté tranquille. Et pour la première fois, je me suis permis de croire que peut-être il avait changé. Pas complètement. Pas pour toujours, mais assez pour savoir ce qu'il avait détruit, et assez pour le regretter. Je n'ai pas dit que je l'aimais. Je n'ai pas dit qu'il me manquait. J'ai simplement dit « Merci d'avoir appelé. J'espère que tu continues à lire. » Après l'appel, je me suis assise sur le porche, engourdie mais pas brisée. Charles m'a apporté une couverture et s'est assis à côté de moi. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il a dit qu'il est fier de moi. Charles a cligné des yeux. C'est riche. J'ai vraiment ri pour la première fois depuis des jours. Oui, ai-je dit, mais peut-être que ce n'est pas à propos de ce que cela signifiait pour lui. Peut-être que c'est ce que cela signifiait pour moi. Charles a posé sa main sur la mienne. Tu lui as donné un miroir. Ça ne veut pas dire que tu lui dois un reflet. J'ai serré sa main. Quand même, c'est bon de savoir qu'il l'a vu. Même une fois. Cette nuit-là, j'ai sorti mon journal. Celui que je n'avais pas touché depuis le jour où mon livre avait atteint les étagères. J'ai écrit. Le pardon n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est un hochement de tête à travers le verre, un non dit doucement, une vérité reconnue sans attente. Et sous cela, j'ai ajouté. Être appelée maman ne guérit pas le passé, mais cela ne me brise plus non plus. J'ai fermé le livre et expiré. Je me sentais plus légère. Pas parce que Kate avait changé, mais parce que j'avais changé. Des semaines ont passé. La vie est revenue à son rythme doux. Charles s'est mis à la menuiserie. J'ai commencé à enseigner des ateliers d'écriture de mémoire au centre communautaire. La première session, une jeune femme a dit « J'ai peur de dire ma vérité. Et si les gens ne voyaient que les pires parties de moi ?» J'ai souri. Alors montre-leur l'image complète. Tu possèdes ton histoire maintenant. Elle a hoché la tête, griffonnant furieusement. Et à ce moment, j'ai vu un reflet de moi-même, pas la femme brisée du chapitre 1, mais celle reconstruite de maintenant. Fin novembre, un chèque est arrivé. Droit d'auteur du livre.
J'ai fixé le chiffre pendant longtemps. Ce n'était pas énorme, mais c'était plus que je n'avais jamais gagné dans ma carrière de bibliothécaire. J'en ai pris la moitié et l'ai donné à un refuge local pour personnes âgées maltraitées. Le reste, je l'ai utilisé pour commencer quelque chose de nouveau. Le fonds Whitaker pour les voix réclamées. Une bourse pour les femmes de plus de 60 ans qui recommencent après les abus, après le silence, après la douleur. Je l'ai nommé d'après moi-même Paquite. Parce que ce n'était plus à propos de lui. C'était à propos de chaque femme qui avait été silencieuse trop longtemps. Le jour du lancement de la fondation est arrivé avec peu de fanfare. Juste un repas partage à la salle communautaire. Mais pour moi, c'était comme se tenir au sommet d'une montagne. Des survivants sont venus. Des bénévoles. Des infirmières. Quelques visages que j'avais vus aux réunions de soutien. L'une d'elles m'a serré dans ses bras et m'a murmuré. Tu m'as donné la permission de recommencer. J'ai souri. Tu as toujours été autorisé. Tu avais juste besoin d'un rappel. Et en regardant autour de cette salle pleine de femmes qui avaient été meurtries mais jamais brisées, j'ai su. Mon histoire avait fait quelque chose de durable. Et j'avais encore plus à donner. J'ai eu 7,70 au décembre. Pas de fanfare. Pas de grande fête. Juste comme je le voulais. Un petit déjeuner tranquille avec Charles. Une promenade dans le jardin touché par le gel. Et une seule bougie dans un gâteau au citron. Mais en moi, une révolution s'était produite. Je n'étais pas la même femme qui s'était effondrée à la table du dîner il y a seulement quelques années. J'étais plus stable maintenant, plus forte dans les façons qui comptaient, plus douce dans les endroits qui avaient besoin de guérison. Et, plus important encore, je ne portais plus de honte. Je portais de la sagesse. Je portais de la lumière. Ce matin-là, j'ai reçu une lettre d'Elijah, le jeune homme de Floride, qui m'avait écrit pour la première fois il y a des mois. Je suis à 3 mois de terminer ma certification comme conseiller père, a-t-il écrit. Je partage ton histoire dans chaque groupe. Tu as aidé à me sauver, Miss Marlène. J'ai plié la lettre et l'ai placée à l'intérieur de la couverture de mon livre. Une preuve, ai-je pensé. La preuve que la douleur recyclée en but n'est jamais gaspillée. Charles m'a trouvé en train de pleurer, pas le genre triste, mais le genre où ta poitrine se soulève au lieu de s'enfoncer. Quelqu'un va mieux, a-t-il taquiné. Quelqu'un va déjà mieux, ai-je souri. Après la fin de la tournée du livre, j'ai été invitée à enregistrer un épisode sur un podcast sur la maltraitance des personnes âgées. L'hôte a demandé « Comment se sent la liberté à 77 ans ?» J'ai fait une pause, y réfléchissant vraiment. La liberté, ai-je dit, c'est comme aller se coucher sans vérifier chaque serrure 2 fois, comme boire du thé sans se demander s'il est sûr, comme dire non et ne pas se sentir coupable. La liberté, c'est comme se souvenir de qui j'étais avant la blessure et réaliser qu'elle est toujours là, juste un peu plus courageuse maintenant. L'hôte est restée silencieuse pendant un long moment. « Tu es incroyable, a-t-elle murmuré. J'ai souri. « Non, je suis juste ici. Et c'est suffisant. » Charles et moi avons commencé à voyager davantage. De courts voyages de petites villes avec des librairies, des dîners avec des serveuses qui t'appellent chérie, des boutiques d'antiquités qui sentent les histoires. Un week-end, à Asheville, une femme a couru vers moi devant une épicerie. « Êtes-vous Marlène Whitaker ?» J'ai hoché la tête, et elle a éclaté en larmes. « Vous ne savez pas ce que votre livre a fait pour ma sœur. » Elle m'a serré si fort que j'ai presque perdu mon souffle. Mais à ce moment, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin que le monde connaisse mon nom. J'avais juste besoin de savoir que la lumière de quelqu'un d'autre était restée allumée grâce à la mienne. Et puis un dimanche soir tranquille, j'ai reçu un email de l'aumônier de la prison de Kate. Votre fils a demandé à faire un don anonymement à votre fonds de bourse. Il dit que ce n'est pas une rédemption, juste une participation. Je suis restée là étonnée. Pendant longtemps, je n'ai pas su quoi faire de cette information. Ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas une réunion. Mais c'était un pas. Peut-être petit. Peut-être juste un sentiment, mais réel. J'ai seulement répondu avec « Merci de me l'avoir fait savoir » et je l'ai classé pas dans mon cœur, mais dans le dossier marqué « Fermeture ». Plus tard cette semaine, je l'ai dit à Charles. Il a remué son thé lentement et a dit « Veux-tu qu'il en fasse partie ?» J'ai secoué la tête. Non, mais je veux que les femmes qui en bénéficient sachent que même les choses brisées peuvent encore contribuer à la beauté. Nous nous sommes assis en silence, le genre qui n'avait plus besoin d'être rempli. J'ai posé ma main sur la sienne. Je pensais autrefois que lui survivre serait la chose la plus difficile que je ferais jamais. Charles m'a regardé.
C'était le cas. J'ai réfléchi un moment. Non, me pardonner d'avoir manqué les signes, c'était plus difficile. Le printemps après mon 7-7 anniversaire, j'ai été honorée à la Conférence nationale du courage des femmes. Je portais un tailleur bleu profond et les perles que ma mère m'avait laissées. Et je me tenais sous une bannière qui disait « Elle a parlé et nous avons écouté. En acceptant le prix, j'ai pensé aux femmes qui n'y étaient pas arrivées. Celles qui avaient trop peur de parler. Celles dont les histoires s'étaient terminées avant qu'elles n'aient eu la chance de recommencer. C'est pour elles, ai-je dit, tenant la plaque de verre. Pour chaque grand-mère, mère, sœur qui a déjà douté de sa propre vérité. Ta voix compte. Ta vie compte. » Les applaudissements qui ont suivi ne m'ont pas rempli de fierté, ils m'ont rempli de paix. Pas le genre qui vient d'être honoré, mais le genre qui vient de savoir que tu t'es honoré toi-même, que tu as dit la vérité, que tu as vécu à travers la tempête et trouvé un endroit sec pour te tenir, et peut-être même y danser. Cette nuit-là, Charles et moi étions couchés, tous deux bien éveillés, fixant le plafond. Penses-tu qu'il reviendra un jour à la maison ? Ai-je demandé. Charles n'a pas répondu pendant un moment. Puis il a dit « Seulement si tu le veux. » J'y ai réfléchi. Au sourire de Kate avant qu'il ne se torde. Aux berceuses que je lui chantais au-dessus de son berceau. À la façon dont il a dit maman lors du dernier appel. Et puis j'ai murmuré « Peut-être. Mais pas encore. Pas maintenant. » Et cela aussi était la liberté, le pouvoir d'attendre. De choisir. C'est arrivé un mardi. Air frais, soleil doux. Le genre de jour où rien ne semble urgent. Je rangeais des livres à la bibliothèque, local faisant du bénévolat à nouveau, comme je le faisais chaque semaine quand l'employé de l'accueil a murmuré « Madame Whittaker, il y a quelqu'un ici qui vous demande. » J'ai essuyé mes mains, lissé mon cardigan et marché vers l'entrée. Mon souffle s'est arrêté. Debout là se trouvait Kate. Pas enchaînée, pas derrière une vitre, mais en vêtements de ville. Ses cheveux plus gris, sa silhouette plus mince, mais ses yeux... « Maman, a-t-il dit, doucement. J'ai été libérée en libération conditionnelle. » La pièce a tourné un moment. « Tu aurais dû écrire, ai-je dit, la voix calme et ferme. »« Je ne voulais pas présumer, a-t-il répondu. Je n'étais pas sûre que tu voudrais même me voir. J'ai croisé les bras. Je n'en suis toujours pas sûre. » Il a hoché la tête. Je comprends. Je suis seulement venue dire merci, de ne pas m'avoir laissé disparaître dans qui je suis devenue. Je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. J'ai juste étudié son visage. Les lignes. Le poids qu'il portait maintenant qui n'était pas physique. Je pouvais le voir, le regret, lent et lourd. J'ai montré le banc dehors. 5 minutes. C'est tout ce que tu as aujourd'hui. Nous sommes restés assis en silence pour la plupart. Kate fixait les arbres qui bordaient le trottoir. J'ai obtenu de l'aide, maman. Une vraie aide cette fois. Pas des programmes pour le juge. Pour moi. J'ai finalement dit la vérité à moi-même. Tout. Je me suis tournée vers lui. Et quelle vérité est-ce ? Il a baissé les yeux. Que j'ai blessé la seule personne qui m'a jamais vraiment aimée. Et je l'ai fait parce que je ne savais pas comment porter ma propre douleur. J'ai hoché lentement la tête. Tu me l'as transmise comme une malédiction. Ouais, a-t-il dit. Mais j'essaie de la briser maintenant. Il a sorti quelque chose de sa poche. Une photo. Hussée au coin. C'était moi jeune, souriante, le tenant bébé. Ceci est resté avec moi, a-t-il dit, même quand je ne méritais pas de la regarder. J'ai pris la photo et l'ai tenue. Cette version de moi seule sur la photo, elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver, mais elle n'avait aussi aucune idée de la force qu'elle deviendrait. « Tu ne restes pas, n'est-ce pas ?» ai-je demandé. Kate a secoué la tête. « Non, je déménage dans une maison de transition dans un autre état. Loin. Je n'essaie pas de m'insérer. Je voulais juste... » Je me suis levée. Je ne suis pas prête à ouvrir la porte. Mais je ne la verrouillerai pas pour toujours. Il a levé les yeux. C'est plus que je n'espérais. Et c'était tout. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Nous n'avons pas pleuré. Nous avons juste partagé le genre de silence que seuls les survivants connaissent. Un silence de deux personnes qui ont vécu la même tempête, l'un comme l'éclair, l'autre comme le sol. De retour à la maison, je l'ai dit à Charles. Il a écouté, puis a demandé « Comment te sens-tu » J'ai expiré. Étrange. Pas en colère. Pas heureuse. Juste comme une autre cicatrice qui a fini de guérir. Cette nuit-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon journal.
J'ai écrit: certaines histoires ne se terminent pas par le pardon. Certaines ne se terminent pas par la réunion. Mais si elles se terminent par la vérité, c'est suffisant. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de Kit. Elle n'était pas longue, juste 4 lignes. Merci de m'avoir vu. Merci de m'avoir survécu. Merci de ne pas me haïr. J'espère apprendre à être quelqu'un dont tu serais fier. Je l'ai pliée et l'ai glissée à côté de la lettre d'Elay, dans mon tiroir. Pas parce que j'étais prête à la tenir près, mais parce que je ne voulais pas la jeter. Kate faisait partie de ma vie, mais il ne la définissait plus. La prochaine fois que j'ai parlé dans un refuge pour femmes, j'ai terminé mon discours différemment. La guérison n'est pas toujours propre, leur ai-je dit. C'est désordonné et difficile. Parfois, cela ressemble à laisser quelqu'un s'éloigner après 5 minutes sur un banc. Mais si tu peux te tenir dans ta vérité et ne plus trembler, c'est de la guérison. Elles ont applaudi. Certaines se sont levées. Quelques-unes ont pleuré. Et j'ai su, la cicatrice était réelle, mais la blessure s'était fermée. Ce week-end-là, Charles et moi avons emmené Buton se promener au bord de la rivière. Nous n'avons pas parlé de Kate. Nous n'en avions pas besoin. Ensemble, avec la paix dans nos pas et la lumière du soleil dans nos cheveux, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme une femme survivant à quelque chose. Je me sentais comme une femme vivant. Cela faisait presque 1 an que mon livre avait été publié, et pourtant j'apprenais encore à vivre dans son sillage, pas le traumatisme mais la vérité. Un après-midi, la directrice du centre pour femmes m'a appelée avec une demande à laquelle je ne m'attendais pas. Envisageriez-vous de nous laisser adapter votre histoire en court-métrage? Quelque chose pour la forme à la sensibilisation. Réelle honnête. Mon instinct était de dire non. J'avais déjà raconté mon histoire une fois sur papier, devant des foules, derrière des microphones. Mais quelque chose à l'intérieur a murmuré. Laisse la vérité continuer à avancer. Alors, j'ai dit oui. Ils ont envoyé une jeune cinéaste nommée Asha, une femme, dans la trentaine avec de grands yeux et une façon douce de poser des questions difficiles. Nous nous sommes assises ensemble sur mon porche. Elle n'a pas poussé. Elle n'a pas dramatisé. Elle a juste écouté. Que voudriez-vous que ce film dise? A-t-elle demandé. J'ai regardé les arbres et j'ai dit que les monstres ne vivent pas toujours sous le lit. Parfois, ils sont assis de l'autre côté de la table à dîner. Ses yeux ont brillé. C'est puissant. J'ai hoché la tête. Et aussi ceci, personne n'est trop vieux pour recommencer. Personne n'est trop loin pour se choisir. Asha et son équipe ont travaillé pendant des mois. Je ne suis pas intervenue. Je lui faisais confiance. Quand elle a invité Charles et moi à la projection privée, je ne savais pas à quoi m'attendre. Le théâtre était petit, seulement une douzaine de sièges. Les lumières se sont tamisées. Et puis, j'étais là. Ou du moins, une version de moi. Une actrice plus âgée, calme mais féroce, s'effondrant dans la purée de pommes de terre comme je l'avais fait cette nuit-là. Je pensais que je pleurerais. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai regardé comme si je regardais quelqu'un d'autre, une femme que j'admirais. Une femme qui ne s'est pas brisée, même quand le monde a essayé de l'effacer. Après le film, personne n'a applaudi. Ils se sont juste assis avec. Ce qui, honnêtement, semblait plus respectueux. Asha m'a serré dans ses bras et m'a murmuré « Cela va aider tant de gens ». J'ai hoché la tête. Alors cela en valait la peine. Cette nuit-là, Charles et moi sommes allés à notre dîner préféré. Nous n'avons pas parlé du film. Nous avons juste partagé un milkshake comme des adolescents. Quand il m'a tendu la dernière cuillerée, j'ai dit « À nous ». Et il a levé son verre. Aux cicatrices qui brillent. Le film est devenu viral dans les cercles de défense des droits. Les refuges en ont demandé des copies. Les facultés de droit l'ont utilisé dans les discussions éthiques. Des gens m'ont contacté de tout le pays. Certains ont simplement dit merci. D'autres ont dit « Tu m'as sauvé ». Une grand-mère dans l'Oregon m'a envoyé un châle tricoté à la main. Pour te garder au chaud les jours où la vérité semble trop lourde, disait sa note. Je l'ai souvent porté. Pas parce que j'avais froid, mais parce qu'il me rappelait que la survie est partagée. Qu'aucun de nous ne s'en sort seul. Puis, un matin tranquille, j'ai reçu un appel d'un conseil de district scolaire. Nous aimerions mettre votre histoire dans notre programme d'études familiales, a dit l'administrateur. Nous obtiendrons la permission, bien sûr. Mais nous pensons que les étudiants doivent apprendre que les abus ne viennent pas toujours d'étrangers. Ils peuvent venir en pantoufles avec des voix douces. J'ai accepté, les larmes aux yeux. Pas parce que je voulais la célébrité,
mais parce que je voulais que ma vérité soit utile. Si un adolescent reconnaissait les signes dans un foyer, si une fille intervenait avant que le silence n'avale sa mère alors, j'avais fait quelque chose de bien. Cette même semaine, j'ai reçu une invitation inattendue de l'agent de libération conditionnelle de Kit. Il a été mentor à l'intérieur de la maison de transition. Seriez-vous ouverte à assister à un cercle de remise de diplôme? Mon souffle s'est arrêté. Remise de diplôme. Quête? Une partie de moi voulait refuser. Une autre partie se souvenait de l'homme qui murmurait Maman à travers la vitre de la prison. J'ai dit oui. Pas parce que je voulais le voir, mais parce que j'avais besoin de voir par moi-même ce qui était advenu de la tempête que nous avions survécue. La pièce était simple, chaise pliante, lumière fluorescente, qui était assis au centre, parlant de honte, de responsabilité, d'affronter l'homme dans le miroir chaque jour et de ne pas détourner le regard. Il ne m'a pas mentionné. Il n'a pas exploité notre histoire. C'était suffisant. Quand la réunion s'est terminée, il s'est approché de moi mais n'a pas tendu la main. Merci d'être venu, a-t-il dit. Je l'ai regardé dans les yeux, continue à faire le travail. Il a hoché la tête. Je le ferai. Puis je suis partie, paisiblement, sans mot non dit. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi, j'ai versé un verre de vin, et je me suis assise sous les étoiles. Charles est sorti et m'a tendu mon journal. Tu voudras écrire sur aujourd'hui, a-t-il dit. J'ai ouvert à une page blanche et j'ai écrit. L'héritage, c'est choisir de transformer ton pire chapitre en guide de survie pour quelqu'un d'autre. Ma vie a presque été volée. Ma voix a presque été réduite au silence. Mais je n'ai pas laissé cela se terminer là. Et maintenant? Eux non plus. Le jour où j'ai vraiment su que j'étais libre n'est pas venu avec des applaudissements ou des gros titres. Il est venu un matin comme les autres. J'étais dans la cuisine, retournant des crêpes, quand j'ai soudainement réalisé que je n'avais pas pensé à Kit depuis des jours. Pas avec effroi. Pas avec culpabilité. Pas en souvenir. Juste. Pas du tout. Cela m'a frappé comme la lumière chaude du soleil à travers une fenêtre vermeille. J'avais finalement réclamé l'espace dans mon esprit où la peur vivait auparavant. J'ai éteint la cuisinière, je suis restée immobile, et j'ai murmuré à haute voix. J'y suis arrivée. Pas avec fanfare, pas avec combat, juste avec paix. Une lettre est arrivée ce même jour. Dès là, il avait lancé une organisation à but non lucratif seconde voie pour aider les jeunes hommes à sortir de la dépendance avant qu'ils ne blessent les personnes qui les aimaient. Il a inclus une photo de son jour de lancement, tenant un exemplaire de mon livre. J'ai pleuré, mais pas comme avant. Ses larmes étaient douces, pleines de grâce. Elles n'étaient pas pour ce qui était perdu. Elles étaient pour ce qui avait grandi des cendres. Kate n'avait pas détruit ma vie. Il l'avait mise au défi. Et je m'étais élevée plus haut que je ne l'avais jamais cru possible. Charles et moi avons célébré notre 50e anniversaire de mariage avec un pique-nique dans le même parc où il m'avait embrassée pour la première fois. Nous avons apporté Buton et une bouteille de cidre de pommes pétillant. Je portais le châle que la femme de l'Oregon m'avait fait. Alors que nous étions assis sous le grand chêne, je me suis appuyée contre lui et j'ai dit « Tu sais, je ne pense pas que je reviendrai en arrière et changerai quoi que ce soit. » Il m'a regardé, surpris. Même les pires parties. J'ai secoué la tête, parce que ces parties ont fait de moi cette femme, et je l'aime bien. Il a souri, les yeux humides. Moi aussi, beaucoup. Cet été-là, on m'a demandé de donner un discours d'ouverture à la Coalition nationale pour la justice des personnes âgées. Je suis montée sur scène cheveux blancs et fière, colonne vertébrale plus droite qu'elle ne l'avait été depuis des années, et j'ai regardé les centaines de visages qui me regardaient. Je m'appelle Marlon Whitaker. Ai-je commencé? Et mon fils m'a droguée et maltraitée jusqu'à ce que mon mari l'entende. Mais ce n'est pas une histoire sur la douleur. C'est une histoire sur ce qui se passe quand nous disons la vérité, même quand elle nous brise. J'ai pris une respiration. La vérité ne m'a pas détruite. Elle m'a sauvée. Et elle peut en sauver d'autres aussi. Après le discours, une jeune femme s'est approchée, à peine 20 ans, tremblante. Mon beau-père fait du mal à ma grand-mère, a-t-elle murmuré. Je ne savais pas comment en parler jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris ses mains. Commence par le dire à quelqu'un. Tu le fais maintenant. Et ta grand-mère. Elle t'a. C'est un début.
Et juste à ce moment, je l'ai senti à nouveau. Le pouvoir de la survie, passé de main en main. Ce n'était plus seulement mon histoire. C'était un phare. Des mois ont passé. Qui t'a envoyé une dernière lettre. Je ne m'y attendais pas. Je ne l'avais pas demandée. Mais elle est venue. À l'intérieur, pas de demande, pas d'excuse. Juste ceci. Je vis tranquillement. Je travaille dans une librairie maintenant. J'ai lu ton livre pour comprendre pas justifier. Merci de ne pas avoir laissé mes actions te définir. Je sais que je ne récupérerai jamais ce que j'ai brisé. Mais j'apprends enfin à vivre avec ça. Et c'est suffisant. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Certains chapitres n'ont pas besoin de suite. Ils ont juste besoin de se terminer doucement. Pour mon 708e anniversaire, je me suis tenue devant le miroir et j'ai dit à mon reflet: Tu n'es pas une victime. Tu es une femme qui s'est tenue debout quand il aurait été plus facile de tomber. Tu n'as pas simplement survécu, tu as aussi enseigné à d'autres comment survivre. Et dans ce moment tranquille, je me suis pleinement rencontrée. Pas la mère qui avait pleuré dans son thé. Pas la femme qui avait autrefois remis en question sa propre santé mentale. Mais Marlène Whittaker, la grand-mère, qui a transformé son silence en force. Et c'est ainsi que je veux qu'on se souvienne de moi. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci vraiment. Raconter cette histoire n'était pas facile. La revivre était plus difficile. Mais je savais que quelqu'un là-bas avait besoin de l'entendre. Peut-être que c'était toi. Peut-être tu sentis réduite au silence, mise en doute, ou même trahie par quelqu'un que tu aimes. Je veux que tu saches tu n'es pas seule. Et tu n'es jamais trop vieille, trop brisée ou trop en retard pour réclamer ta voix. Cette chaîne est l'endroit où je partage des histoires comme la mienne, réelles, brutes, non filtrées. Si cela touchait, aidait, ou même donnait de la force s'il te plaît, abonne-toi. Pas seulement pour moi, mais pour les milliers d'autres qui vivent encore dans l'ombre, attendant d'entendre que la survie est possible. Clique sur ce bouton d'abonnement. Rejoins cette communauté. Continuons à faire briller une lumière sur les histoires que le monde essaie de cacher. Parce que si je peux prendre la parole, tu le peux aussi.